Salut à toutes et à tous. Nous allons commencer la section sur la concavité. Donc, on va parler de concavité. La concavité, c'est quelque chose qu'on utilise pour décrire une fonction, typiquement le graphique d'une fonction. Nous, on va, dans la section 4.2, trouver une manière de calculer la concavité, de définir et de calculer la concavité d'une fonction à partir d'une équation. Pour justement définir la concavité, on va commencer avec une remarque. On a deux fonctions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai deux fonctions, je les ai appelées f et g. Donc, la première, peut-être j'aurais dû l'écrire, là, mais la première, je l'appelle f. La deuxième, je l'appelle g. Ces deux fonctions-là ont beaucoup de points en commun. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est d'énumérer qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc, on peut voir que les deux fonctions sont définies sur 1 à 6, donc le domaine pour les deux fonctions. Le domaine, c'est de 1 à 6 inclus, 1 inclus 6 jusqu'à 6. Ils ont aussi la même image, l'image des deux fonctions. La plus petite valeur possible, c'est 2, puis la plus grande valeur possible, c'est 6. Donc, les deux ont une image de 2 à 6. Les deux fonctions sont positives, donc le signe, le signe de la fonction pour les deux, puisque l'image c'est 2 à 6, ils ont le même signe, bon, bien sûr, ils ont les mêmes racines parce qu'il n'y en a pas. Les deux fonctions, on a un min local / global direct au début pour les deux à x égale à 1, puis on a un max local, voyons, max, j'écris min, on a un max, allô, crayon, OK, on a un max local / global à la fin à x égale à 6. Les deux fonctions sont croissantes. Donc, ça, c'est tous les points. Domaine, image, signe, minimum, maximum. Les deux fonctions sont croissantes sur l'intervalle donc du minimum au début jusqu'au maximum, donc sur l'intervalle 1, 6. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a en commun. Donc, on connaît le domaine, l'image, le signe, min, max, local ou global. Les deux fonctions sont croissantes. Mais bien sûr, ces deux fonctions-là ne sont pas les mêmes. Okay? Puis la première chose qu'on peut remarquer, si on cherche des différences, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes ordonnées pour toutes les pour leurs entrées. Donc, si je regarde les ordonnées, ils ont des ordonnées différentes. Par exemple, si je regarde la sortie à 2, si je calcule f à 2, f à 2, ça me donne quelque chose comme 2.2, tandis que g à 2, ça me donne 3.q. Donc, on n'a pas les mêmes ordonnées pour des entrées, pour les mêmes entrées. Donc, g de 2 est pas égal à f de 2 est pas égal à g de 2. Donc, c'est pas les mêmes fonctions, ne produisent pas les mêmes sorties pour tous les points. Mais celle qui est la plus importante, là, OK, donc une petite étoile à côté, c'est vraiment la shape. OK, la shape de la fonction, là, si on veut vraiment juste décrire de façon globale, ils n'ont pas la même shape, où on peut voir, là, qu'est-ce que je vais appeler pour tout de suite, là, parce que je suis vieux, là, la courbature. Si tu regardes f de x, la première fonction, c'est comme si c'était courbé et courbé vers le haut. Qu'est-ce que je veux dire par là, courbé vers le haut? C'est si la fonction f avait été originalement une ligne droite, ben cette fonction-là, donc comme je t'ai juste dessiné là, peut-être avec donc si ça avait été, donc si f avait été une ligne droite, mais qu'est-ce qui arrive entre f et la fonction, entre cette ligne, donc si f avait été une ligne droite, la différence entre la ligne droite puis f, mais c'est comme si j'avais pris la droite entre les deux points, puis j'avais courbé vers le haut. Une autre manière de le dire aussi, c'est que la fonction f fait partie d'un bol qui serait ouvert vers le haut, donc courbé vers le haut, tandis que g de x, la fonction g de x, elle, ben, est courbée vers le bas. Je pense la manière la plus simple, donc si je regarde G, si je prolongeais G, mais G ferait genre partie d'un bol qui est ouvert vers le bas, donc est courbé vers le bas. Puis cette notion-là de courber vers le haut, courber vers le bas, c'est qu'est-ce qu'on va définir ou préciser comme étant la concavité, d'une fonction. Donc cette shape-là, puis c'est ça qu'on va vouloir dire. On va vouloir dire que f c'est une fonction concave vers le haut et g est une fonction concave vers le bas.
Donc, même si c'est intuitif, on veut trouver une bonne définition qui va être formelle. Donc, on va être capable de calculer, mais on va commencer un peu comme les accroissements, puis pour les pentes, pour les droites de pente tangente, on va avoir une définition un peu informelle, mais qui va quand même nous aider à bien comprendre ce qui se passe. Donc, on va dire que pour une fonction, puis encore une fois ici, là, la fonction, la notion de concavité, ça va être défini sur des intervalles qui sont ouverts. Okay? Donc, on a vraiment des intervalles ouverts. Donc, on dit que la fonction est concave vers le haut si lorsque tu dessines les tangentes, okay, si la fonction est au-dessus de ces tangentes. Donc, on va dire que la fonction est concave vers le haut lorsque est au-dessus de ces tangentes, tandis que la fonction va être concave vers le bas si elle est en dessous de ces tangentes. Puis encore une fois, là, visuellement, j'ai redessiné F et G, puis j'ai choisi quelques points, où ce qu'on a calculé, où ce que j'ai dessiné les droites tangentes. Puis dans le cas de F, on voit que la fonction F, le graphe en bleu, il est au-dessus des droites tangentes, tandis que pour la fonction G, lorsque je décide quelques droites tangentes, mais la fonction G en bleu est en dessous de ces droites tangentes. Donc, quand c'est au-dessus, c'est concave vers le haut. Quand c'est en dessous, c'est concave vers le bas. Encore une fois, c'est juste une définition. Moi, normalement, quand je pense à la concavité, je pense vraiment à est-ce que ça fait partie d'un bol vers le haut, vers le bas, puis ça marche ou peu bien, c'est vraiment simple. Puis si on a une fonction qui change de concavité entre deux intervalles ouverts, donc ça, c'est ma prochaine définition, notion de point d'inflexion. Donc, si on a un point dans le domaine de la fonction qui est tel qu'on a un changement de concavité, donc on passe de concave vers le haut à concave vers le bas, ou bien sûr l'inverse, on va dire que ce point P-là, c'est un point d'inflexion. Donc, initialement, la notion de concavité / point d'inflexion, c'est quelque chose que vous devrez être capable d'identifier sur le graphe d'une fonction. Puis bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est si je vous donne une équation, on va vouloir calculer ces choses-là. Donc, on va faire ça avec un exemple. Excusez, j'étais distrait, je me fais texter. Anyways. Bon, prochain exemple. Donc, les prochains exemples, je vais en faire un avec vous, vous ferez le deuxième chez vous, là, par vous-même. Donc, j'ai une fonction définie graphiquement en A, puis ensemble, on va identifier quand est-ce qu'elle est concave vers le haut, concave vers le bas, et quand est-ce qu'elle a des points d'inflexion. Donc, le truc est simple, lorsqu'on a une fonction dans notre face définie graphiquement, c'est de simplement la tracer puis décider est-ce que ma portion de mon graphique fait partie d'un bol qui est concave qui est renversé vers le bas ou renversé, je sais pas si renversé ou ouvert vers le haut. Bien sûr, c'est une fonction linéaire, normalement, il n'y a pas de concavité. Donc, lorsque la fonction est linéaire, on dit juste qu'elle est linéaire. Donc, c'est dans le cas où la fonction n'est pas linéaire qu'on parle de concavité. Donc, je vous rappelle que les intervalles de concavité, comme les intervalles d'accroissement dans ce cours-ci, sont toujours des intervalles ouverts. Donc, voilà ma fonction, je vais la tracer, donc je commence à A, un minimum local, global, puis ma fonction entre A et B, lorsque je la trace, je vois que c'est une fonction qui est concave vers le bas. Donc, fait partie d'un bol qui est ouvert vers le bas, donc ma fonction est concave vers le bas entre A et B. Donc, entre A et B, ma fonction est concave vers le bas. Donc, je vais utiliser cette notation-là, F, avec une petite face triste, là, ok, donc pour concave vers le haut, vers le bas, puis F. Donc c'est F avec une petite face triste quand c'est concave vers le bas, puis F avec une petite face là, souriante quand c'est concave vers le haut. Ensuite, entre B et C, j'ai un bol qui est ouvert vers le haut. Donc, entre B et C, j'ai un intervalle où ma fonction est concave vers le haut. Donc, automatiquement, ça veut dire que le point B, c'est un point d'inflexion. Donc, je rajoute le point B comme étant mon premier point d'inflexion. Ensuite, entre C et D, donc la courbature change de vers le haut à vers le bas. Donc, j'avais concave vers le haut. Ensuite, j'ai concave vers le bas, donc automatiquement à C, j'ai mon deuxième point d'inflexion. Donc, entre C et D, c'est concave vers le bas. C et D, c'est concave vers le bas. Puis ensuite, de D à E, j'ai un bol qui est ouvert vers le haut, donc c'est concave vers le haut. Donc, entre D et E, c'est concave vers le haut. Donc, puisque je passe de concave vers le bas à concave vers le haut, j'ai un autre point d'inflexion. Attention, dans les notes complétées, je pense que le D est manquant. Donc, ensuite, de E à P, j'ai encore une fonction qui est une portion de mon graphe qui est concave vers le haut, donc qui ferait partie d'un bol qui serait ouvert vers le haut.
Donc, s'il faut faire attention, on pourrait penser qu'on pourrait dire, OK, ben la fonction est concave vers le haut entre D et P, mais l'idée ici, c'est que ça ne fait pas partie du même bol. OK, donc on a deux bols ouverts vers le haut, c'est fancy, là. C'est comme si ça avait deux bols collés ensemble, tu pourrais mettre des céréales dans un, puis du spaghetti dans l'autre, puis manger les deux en même temps. C'est hot, mais c'est quand même deux bols collés en haut. Donc, j'ai deux intervalles où c'est concave vers le haut, entre D et E et entre E et P. Puis finalement, de P à Q. Donc, si E, c'est pas un point d'inflexion, donc c'est rien de spécial, c'est juste un max local qui a l'air aussi global. Donc, il a quand même son rôle à jouer, là. OK, mais c'est pas son point. Donc, ensuite, entre P et Q, ma fonction descend, est concave vers le bas. Donc, puisqu'elle est concave vers le bas, donc entre P et Q. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour P? Mais j'ai un autre point, d'inflexion. Donc, ma fonction est concave vers le bas entre A et B, concave vers le haut entre B et C, vers le bas entre C et D, concave vers le haut entre D et E, vers le haut entre E et P, et finalement concave vers le bas entre P et Q, puis j'ai les points d'inflexion à B, C, D et P. A et Q, les points extrémaux sont juste des minimums locaux. Le premier, c'est un minimum globaux. Puis le point E, c'est pas un point d'inflexion, mais il y a quand même. Puis normalement, qu'on étudie une fonction, on fait tout. On parle d'accroissement et de concavité. Donc, il n'y a pas personne qui va être oublié, là. On aime tout le monde également. OK, donc, that's it pour cet exemple-là. Donc, faites le prochain exemple là, par vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est beau d'identifier la concavité sur une fonction qui est définie avec son graphe. On veut éventuellement calculer ça à partir d'une fonction qui est définie algébriquement, donc avec une équation. Donc, ma prochaine remarque, 4.2.5, on va justement mettre en place les idées qui vont nous mener vers une définition qu'on va pouvoir utiliser dans le sens qu'on va pouvoir calculer la concavité. Donc, comment on peut définir la concavité puis les points d'inflexion d'une fonction? Donc, on retourne avec nos f et g, nos deux fonctions de base, là, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis ici, l'idée, c'est, bien sûr, dans ces deux exemples-là, lorsque je m'intéresse aux fonctions f et g, on voit clairement, avec notre définition informelle, que la fonction f est concave vers le haut, tandis que la fonction g est concave vers le bas. On a déjà défini ensemble des pentes de droite tangente. Est-ce que les pentes de droite tangente peuvent nous aider? Donc, par exemple, est-ce que le tableau des signes de f' pourrait nous aider? Well, si tu regardes les pentes de certaines droites tangentes, donc pour chaque fonction, j'ai dessiné trois pentes tangentes. La première, fonction f, si j'avais à donner des chiffres pour ces pentes tangentes-là, je pourrais dire que la première est à peu près 0.5, la deuxième est à peu près 1, la dernière est à peu près 2. Même chose pour G, si je regarde la première, est à peu près 2 au début, est à peu près 1 au milieu, puis est à peu près 0.5 à la fin. Donc, si je me demande est-ce que le signe de ces pentes-là joue un rôle, mais premièrement, si je regarde les pentes de droite tangente de f de x, mais elles sont toutes positives. Okay? Puis même chose pour g de x, les pentes sont toutes positives. Donc, le signe de f' va rien nous donner. Okay, donc ça, c'est ce que j'ai écrit en remarque direct en dessous. Le signe de la première arrivée va pas nous aider à déterminer la concavité. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nos pentes sont similaires, mais dans le premier cas, je pars de 0.5. Je pars de 0.5 à 1, puis ensuite à 2, tandis que l'autre, je commence à 2, je descends à 1, puis je descends à 0.5. Donc, les valeurs des pentes pour F, ils augmentent, tandis que pour G, ils diminuent. Donc, lorsque je m'intéresse à l'accroissement des valeurs des pentes de droite, lorsque je m'intéresse à l'accroissement des pentes des droites tangentes, je peux remarquer que les pentes pour F augmentent, tandis que les pentes pour G diminuent. Donc, les pentes sont croissantes pour F, mais les pentes sont décroissantes. Puis bien sûr, dès qu'on a l'accroissement, là, on peut mettre en place des idées qu'on va pouvoir calculer. Donc, pour F, qui est une fonction concave vers le haut, on peut voir que les pentes de la droite tangente, donc ces pentes-là, ben, ils sont croissantes. Leurs valeurs de 0.5 à 1 à 2, leurs valeurs sont croissantes. Donc, si ces valeurs sont croissantes, donc on a une formule qui calcule les pentes, c'est la dérivée. Donc, on sait que ça va arriver si la dérivée de la dérivée, donc la deuxième dérivée, donc la dérivée de la dérivée, c'est la deuxième dérivée, est positive. Donc, si la deuxième dérivée est positive, les pentes sont croissantes. Puis si les pentes sont croissantes, ça veut dire que la fonction f est concave vers le haut. Puis dans le cas où c'est concave vers le bas, donc pour g de x,
les pentes, les valeurs des pentes des droites tangentes de g de x sont décroissantes. Donc, on a de l'information sur l'accroissement des valeurs des pentes. Donc, on sait que ça va arriver quand la dérivée, parce que la dérivée calcule les pentes, de la dérivée, donc la deuxième dérivée, g', est négative. Donc ici, c'est pas le signe de la première dérivée qui nous intéresse, mais c'est les signes de la deuxième, donc de f', puis de g'. Donc, c'est la deuxième dérivée qui va venir nous sauver. Donc, puis ça nous mène vers une définition qui va nous permettre de calculer la concavité. Donc, la prochaine définition, c'est quoi? Nous, qu'on va utiliser comme concavité. Donc, on a une fonction f définie à un certain point. Si la deuxième dérivée est strictement positive, on va dire que la fonction est concave vers le haut à ce point-là. Si la deuxième dérivée est strictement négative, on va dire que la fonction est concave vers le bas à ce point-là. Puis bien sûr, si on a un point dans le domaine où ce que la deuxième dérivée change de signe, donc on va passer de concave vers le haut à concave vers le bas ou vice-versa, on a automatiquement un point d'inflexion. Puis encore une fois, donc ça finit avec la grosse remarque, là, donc grosse remarque importante qui est la même punchline que dans 4.1, mais pour la concavité. Si tu veux étudier la concavité d'une fonction, comment tu fais ça? Ben, tu construis le tableau des signes, de la deuxième dérivée. Donc, le tableau des signes de la deuxième dérivée nous permet de calculer les intervalles où la fonction est concave vers le haut et concave vers le bas, puis d'identifier / calculer les points d'inflexion. Donc, tableau des signes, encore une fois, là, yeah! Donc, tableau des signes, c'est la réponse qu'on cherchait, là, pour la concavité. Donc, on termine avec un exemple. J'en fais juste un, vous ferez le deuxième. Juste pour vous pratiquer. En passant, ces exemples-là sont les mêmes exemples où on a construit les tableaux des signes de la première dérivée pour étudier l'accroissement. Donc maintenant, on va utiliser les mêmes fonctions, mais on va calculer la concavité. Donc, utiliser le tableau des signes de la deuxième dérivée pour trouver les intervalles de concavité et trouver les points d'inflexion des fonctions suivantes. Donc, ma fonction x³ moins 3x plus 1, on avait calculé sa dérivée tantôt, ça nous avait donné 3x au carré moins 6. X, la deuxième dérivée, tu fais juste dériver la dérivée. Donc, la dérivée de 3x au carré, c'est juste 6x. Puis la dérivée de moins 6x, c'est moins 6. Si je mets un 6 en évidence, pas vraiment besoin. Là, j'ai un peu tiré c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, j'ai 6 fois x moins 1. Bien sûr, la seule racine va être lorsque x est égal à 1. Donc, x moins 1 est égal à 0 lorsque x est égal à 1. Donc, j'ai juste un point critique pour f'. Lorsque la deuxième dérivée est égale à 0, elle crash jamais, et c'est à 1. Donc, si je remplis mon tableau des signes, donc j'ai juste un point critique pour f', lorsque f'' est égal à 0, donc à x égale à 1, ma deuxième dérivée est égale à 0, puis là, je m'intéresse qu'est-ce qui se passe avant, donc de moins l'infini à 1, puis qu'est-ce qui se passe après, donc de 1 à l'infini. Puis bien sûr, comme pour la première dérivée, le tableau des signes, mon tableau des signes pour f'' vient avec une colonne, une rangée qui va décrire l'effet visuel sur f de x. Mais ici, c'est en termes de concavité. Donc, je vais soit dessiner des bols vers le haut ou des bols vers le bas pour concave vers le haut ou concave vers le bas. Puis, je vais écrire PI pour point d'inflexion. Donc, en utilisant la deuxième dérivée, donc je rappelle, là, j'utilise la deuxième dérivée. Si je prends n'importe quel point avant 1, donc je prends 0, 0 moins 1, c'est négatif fois 6. Donc, le signe est négatif avant. Si je prends une valeur plus grande que 1, disons je prends 2, 2 moins 1 fois 6, ça va être positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme conclusion? Mais que ma fonction de moins l'infini à 1 est concave vers le bas. Donc, je dessine un bol qui est renversé vers le bas. Puis ensuite, de 1 à l'infini, ma fonction est concave vers le haut, puisqu'il est positif. Puis puisque j'ai un changement de signe, mais ma fonction possède un point d'inflexion. Donc, je vous rappelle, là, la description est importante, c'est même plus important. Par ce point-ci, vous avez déjà construit les tableaux des signes, puis construire les tableaux des signes pour f' ou f'', c'est rien de nouveau, c'est exactement comme avant. Ok, donc, qu'est-ce qui est brand new? C'est l'interprétation visuelle. Pour le tableau des signes de f', c'est quand est-ce qu'elle monte, quand est-ce qu'elle descend. Puis pour les points critiques, est-ce que ça devient des minimums ou des maximums locaux? Pour la concavité, c'est quand est-ce qu'elle est concave vers le haut, concave vers le bas. Donc, encore une fois, je vous invite à faire le prochain exemple par vous-même. Et ceci finit, la section 4.2. Donc, encore une fois,
In a nutshell, tableau des signes de la deuxième dérivée nous permet de calculer la concavité de la fonction, donc les intervalles où c'est concave vers le haut et concave vers le bas, et ça nous permet de calculer si la fonction possède des points d'inflexion. Alright, pour l'expression 4.2, that's it. Bye bye là.